Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'habitabule courbe bioclimatique enterrée et tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, toujours pareil, on est sur le deuxième chapitre du livre de Pierre Roche, Antilovague habitologue. Donc je vous invite avant toute chose à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, comme dans la précédente, un petit cadeau à la fin. Donc ce deuxième chapitre est consacré aux prémices. Donc les prémices, en fait, c'est la démarche après l'histoire d'Anti. Alors les prémices. Bon, en premier, il y a une photo de la maquette qu'il a certainement réalisée pour Jacques Houel, pour sa villa personnelle en Sardaigne. Il en parle un petit peu plus loin. 1963, Antilovague s'installe sur la Côte d'Azur. 3 rencontres importantes vont faire rebondir son existence. D'abord Marie Cuisin, qui lui sera pendant de nombreuses années une assistante particulièrement efficace. Ensuite, Jacques Houel, qui l'embauche, puis lui confie la responsabilité de son atelier. Enfin, Pascal Ozerman, avec qui il développera la maison évolutive et dont la première rencontre remonte aux années 50. Houel termine Castellarras-le-Vieux, où Anti réalise divers aménagements, particulièrement chez Charles Boyer, pour lequel il installe son premier skydome. À Castellarras-le-Neuf, il intervient de façon déterminante pour une dépendance de la dernière villa. Car s'il est intéressé par la façon globalement novatrice du maître, donc il parle de Jacques Houel, il reste réticent devant ses retouches artistiques et trouve la parade en présentant des maquettes en fil de fer soudées, pas vraiment malléables et qui, de plus, permettent une appréciation des espaces internes. Et cela notamment pour la propre maison de Houel en Sardaigne. Donc là, il fait référence à la maquette qui est juste derrière. Au sein de l'atelier, Anti est chargé de coordonner les entreprises travaillant aux villas et, comme tel, il est souvent présent sur le chantier. En ce qui concerne la 5, alors il fait référence en fait à la villa numéro 5, il a toute latitude pour achever l'ouvrage. En comparant les plans rez-de-chaussée, on constate effectivement une dynamisation de la salle de séjour, plus étirée, avec des orientations alternées et des ouvertures sur 3 axes différents. De plus, Antilovague dit avoir réalisé ici sa première voûte en voile de béton. Quant au studio indépendant, il est son entière conception sous le label de son propre atelier Forme et Habitat, entre 1967 et 1969. D'abord, il s'agit d'un local technique, pour une piscine, accolée à 2 garages. Le vide sanitaire devient un abri pour douche et bar, alors que le local technique se part d'une terrasse, accompagnant la tête et un flanc curviligne de la piscine. Finalement, on obtient une chambre salle de bain. Alors bon, c'est abstrait, hein, c'est abstrait parce qu'on n'a pas de référence. Alors si, on a une petite photo un peu plus loin. L'évolution est intéressante à plus d'un point. Le plan de la villa devient alors plus fluide pour l'allure générale et plus aisé pour l'usage. En un mot, plus vivant. Et là, on a une référence à la photo numéro 4, que vous verrez, où là, on voit vraiment une chambre-bain insérée dans des murs droits, mais où il y a un dynamisme à la Antilovague. Vous le direz, quoi. Hein. Je veux dire, vous le direz. Je vous le lis pas pour que vous ne l'achetiez pas. Je vous le lis. Quelques passages, je vous l'explique pour que vous l'achetiez, quoi. Parce que vraiment, si vous vous intéressez aux maisons bulles, si vous vous intéressez... Alors, peut-être pas nécessairement aux maisons enterrées, quoique Antilovague a toujours voulu que la végétation recouvre ces maisons. Alors, est-ce qu'il a toujours voulu enterrer ces maisons, ou simplement que la végétation recouvre? Je ne saurais pas le dire, d'accord? Je ne saurais pas le dire, mais par contre, c'est vrai qu'on voit souvent dans la vidéo de Hugues Perret, qu'à la villa de l'Esquilon, il se balade avec un groupe d'étudiants, donc pas les bulles, enfin, bref, et un étudiant lui demande qu'est-ce que c'est ces crochets là le long des parois. Il explique en fait les crochets c'était pour accrocher la végétation, hein, pour accrocher des tubes et que la végétation pousse dessus. Et malheureusement, bon, Pierre Cardin, il s'en est pas servi, quoi. Comme dans toutes ses réalisations, Antilovague avait prévu que cette maison soit entièrement recouverte par la végétation. À cet effet, il avait prévu de nombreuses jardinières et un système de crochets répartis sur toute la surface extérieure. C'était pour la végétation. Accrocher des tubes et la végétation pousse. Et puis pareil, il y avait des jardinières
et aujourd'hui rempli par du gravier. Et dans ces jardinières, lui, il avait prévu de mettre de la terre et de faire pousser la végétation partout, quoi. Après, il y avait des jardinières. Maintenant, c'est rempli avec les... Regarde, partout, c'est rempli avec des concassés. Mais ça est devenu un trottoir maintenant. Elle est visible de partout. Cependant, Couel emmène volontiers son assistant sur un troisième chantier, la Costa Smeralda. Alors, la Costa Smeralda, c'est la côte nord de la Sardaigne, hein, là où Couel avait sa villa. Alors il explique certaines choses sur l'inspiration. Il y a quelque chose de très intéressant et très intéressant. Très intéressant et très intéressant, c'est... Non, ça ne le fait pas, Philippe. C'est très intéressant et... Quelque chose de très intéressant. Les nuraghi de Sardaigne prolongent cette inspiration. Et là, on a une référence par rapport à un petit dessin qu'il a griffonné sur une serviette en papier, apparemment dans un hôtel, où on voit en fait le plan d'un nuraghi. Alors il explique un petit peu plus loin. À l'intérieur d'une grande coque, le séjour, grand cercle de base, est partiellement surplombé par un second espace plus petit, la chambre, reliée par un escalier épousant la paroi. Au centre du séjour, une table ronde et une banquette en demi-cercle. On peut voir dans cet agencement une réflexion prémonitoire à l'habitat lauvagien. Quand on regarde toutes les maisons d'Antilles, hein, souvent il y a des différences de niveau entre les pièces, mais souvent aussi, c'est pas parce qu'il y a ces différences de niveau que les pièces sont pas ensemble. Au contraire, elles pénètrent elles-mêmes entre elles. Hein. Par exemple chez Christian Roux, à côté de Lyon. Pour éviter les déplacements inutiles, toutes les pièces de vie communiquent entre elles. Le jardin intérieur sert de zone tampon entre ces pièces et le coin chambre. Depuis la serre, par exemple, il y a une fenêtre qui donne dans le bureau, et à travers le bureau, on voit le grand salon, et à travers, on voit encore au loin la cuisine. Et de la cuisine, pareil, moins de la cuisine, mais de la cuisine, on voit le grand salon, on aperçoit une fenêtre un petit peu légèrement en hauteur, une ouverture, le bureau, et puis on aperçoit au loin, derrière le bureau, une petite fenêtre qui donne dans la serre. Donc ça, c'est... on retrouve en fait cette idée de différents niveaux, on la retrouve chez Christian. Alors on parle aussi d'un truc qui est important et qu'on va retrouver dans la maison d'Antoine Godet à Tourette-sur-Loup. Autre document important pour cet avenir, le règlement d'urbanisme du Consorzo Costa Smeralda, chapitre 3, permet, selon les articles 35 et 36, soit des rochers incorporés, soit des sculptures habitées, soit des nuraghi isolés ou groupés. On retrouvera plus tard chez Antilles des rochers conservés sur place, incorporés à une paroi ou meublant une serre, dans la demeure du Ruréou. Quant au groupement de nuraghi, ils évolueront en grappes compactes de bulles emboîtées. Ils ont construit là où il y avait des rochers, en fait. Et au lieu de dire, allez, mettez la dynamite, on fait péter, non, ils ont dit, on touche pas aux rochers, on pose la maison dessus, et les rochers sont dans la maison. Et ça, c'est... Waouh! Moi, j'aurais adoré avoir un rocher ici. Hein. J'aurais dû, peut-être. Ici, là, derrière, là, sur cette... on est dans la grande bulle, là, sur cette paroi, Daniel Bord. Alors, Daniel Bord, qui va revenir, alors quand vous verrez la vidéo, il sera déjà passé, mais il arrive samedi, il est passage dans la région, et il passe me voir avec son épouse Anne-Marie. Et c'est Daniel qui m'avait dit, tu vois, Philippe, ici, là, pourquoi tu ne crées pas... ici, c'est derrière, donc ça veut dire qu'il y aura de la terre derrière. Hein. Il y a les rochers derrière. Pourquoi tu ne crées pas ici une fenêtre, Philippe, une baie? Je dis, ouais, mais une baie, Philippe, qui regarderait les rochers. Il y aurait un vide à cet endroit-là, ce qui pourrait te permettre d'éclairer à l'intérieur, et par exemple, de mettre des oiseaux, ou enfin de faire une mini-volière, et d'avoir ton petit coin ici... de nature dans la maison. Alors c'est vrai que l'idée était intéressante. Bon, je ne l'ai pas fait. Bon, je ne peux pas tout faire. Alors, on repart. Parce que les vidéos, là, au lieu de faire 5 minutes, vont faire 20 minutes, quoi. Hein. Même si je vais les couper pas mal.
Donc je coupe là maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou le petit pouce bleu. Je vous invite à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis, dans le petit lien suivant, si vous vous intéressez aux maisons bulles, aux maisons bioclimatiques et enterrées, si vous voulez vous aussi construire votre propre maison, à moindre coût et tout seul, je vous invite à regarder les maisons de Antonio et de Marc pour voir comment on vit dans une maison bulle. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour les prémices numéro 2. J'espère qu'il n'y aura pas les prémices numéro 3, parce que sinon on va aller dans les bouquins. Ciao, ciao.